La gastronomie du futur, c'est donc le thème que je vous propose pour commencer avec mes invités. Christophe Lavelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis vous publiez Molécules, c'est aux éditions Les Ateliers d'Argol, la science dans l'assiette. Avec nous également en visioconférence, j'accueille Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Bonjour, vous êtes enseignante-chercheur à l'école Ferrandi et entrepreneuse culinaire, on peut dire ça comme ça, puisque vous avez un restaurant en Bretagne à Saint-Suliac, la cabane à manger. La première question, elle est assez traditionnelle dans cette émission. Je vous demande de vous projeter. Quand vous imaginez, Christophe Lavelle, nos assiettes dans 10 ans, 20 ans, est-ce qu'elles sont forcément très différentes de celles d'aujourd'hui ? Non, je pense qu'elles seront très similaires, de la même manière qu'elles étaient très similaires il y a 10 ans et il y a 20 ans. Si on fait une photo de l'assiette, je pense qu'on est complètement incapable de dire à quelle époque on va se trouver, pour une raison assez simple, c'est que l'alimentation est avant tout un fait culturel, et la culture ne se change pas comme ça en 10 ans ou en 20 ans. Quand on va fouiller dans le détail, il y a des moyens de production qui vont sans doute évoluer, mais on aura peu ou prou toujours le même genre d'ingrédients dans les assiettes. Peut-être moins de viande quand même, non ? Voilà, mais après c'est des tendances qui se dessinent, de même que dans l'histoire de la cuisine, il y a des modifications dans les manières de cuire, dans les assaisonnements, etc. Mais il n'y a rien de spectaculaire. On ne peut pas accepter le spectaculaire dans l'alimentation. Un revirement total et une transition brutale n'est pas acceptable pour quelque chose d'aussi fondamental que l'alimentation. Oui, donc culturellement, on ne pourrait pas l'accepter en quelque sorte. Virginie Bréjon de Saint-Quentin, pour vous, vous êtes sur la même idée, notre assiette, elle sera sensiblement la même dans 10 ou 20 ans ? Oui, bien sûr, tout dépend à quel niveau on pose cette question. On va toujours manger avec des couverts dans une assiette, pas de gélules au menu à proprement parler. Mais il y a quand même des changements qui me semblent être assez importants et inévitables, qui vont être par exemple une végétalisation de l'assiette, une reterritorialisation de l'alimentation avec une redécouverte de certaines variétés endémiques qui changent aussi avec le climat. On voit qu'en Bretagne, maintenant on a du thé, du poivre, du gingembre, bientôt du vin. Et puis certainement aussi des usages et des pratiques qui vont évoluer avec par exemple peut-être un retour d'un certain plat à partager ou alors des pratiques plus éclatées tout au long de la journée avec des petites prises. Alors, on a des petits soucis techniques, j'espère qu'on va réussir à les régler avec Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Qu'est-ce qui fait évoluer la gastronomie ? Christophe Lavelle, fondamentalement, nos modes de vie, qu'est-ce qui l'a fait changer ? Alors, ça peut être nos modes de vie, parce qu'effectivement, notre manière de s'alimenter est très connectée à notre manière de vivre. Donc, ça soit par exemple la manière dont on travaille, donc si on est mobile ou pas mobile, si on a le temps qu'on s'octroie pour manger ou pas manger. Bien sûr que ça évolue. On voit bien qu'en ce moment, avec crise sanitaire oblige, les services de livraison ont explosé pour des raisons tout à fait d'époque. Mais c'est sans doute quelque chose qui va perdurer, cette facilité de se faire livrer à peu près ce qu'on veut quand on veut. Et ce qu'on appelle les dark kitchens, c'est-à-dire que des vont avec, voilà, donc qui sont donc c'est des cuisines sans salle et sans terrasse. Voilà, pour c'est des unités de production, comme des unités centrales qu'on a pour nourrir les centres hospitaliers ou les EHPAD. Sauf que là, c'est dans le cadre de la restauration commerciale, donc une offre qui peut être plus ou moins qualitative. Oui, on peut faire de la gastronomie de qualité dans une dark kitchen. On peut faire de la gastronomie de qualité. Après, il y a les contraintes de livraison qui font que le dressage peut être un peu plus compliqué. Bien sûr. Mais tout ça, c'est des choses qui se mettent en place et qui vont sans doute perdurer après la crise, bien sûr. Mais dans notre manière de s'alimenter, il y a toutes les injonctions de l'époque. On voit bien qu'aujourd'hui, la notion de l'environnement est fondamentale, alors qu'on s'en foutait complètement il y a 30 ans, parce que c'était pas encore le réchauffement climatique était une idée tout à fait abstraite à l'époque. Ça devient concret, donc les gens, dans leur assiette, commencent à s'y intéresser de plus en plus et donc ça oriente les choix. Oui, et donc les chefs l'intègrent aussi à leur réflexion. C'est vrai que les chefs, il y a 20 ou 30 ans, ils proposaient, quelle que soit la saison, des produits qui pouvaient venir de l'autre bout de la planète. C'était pas un souci. C'était un non-sujet. L'environnement était un non-sujet, tout comme la santé était un non-sujet il y a 50 ans. On avait juste, il y a 60-70 ans, on sortait de la guerre, il fallait manger. Il y a un moment où on a commencé à rappeler que il fallait manger sainement. Et aujourd'hui, on rappelle qu'il faut non seulement manger sainement, mais aussi manger de manière durable. Et donc ça fait beaucoup d'injonctions qui font forcément évoluer nos pratiques. Et on va reprendre certaines de ces injonctions. Virginie Bréjon de Saint-Quentin, l'école Ferrandi, c'est évidemment la tradition culinaire française, mais vous êtes forcément aussi tourné vers l'avenir. Vous avez un laboratoire d'innovation culinaire. On y apprend quoi ?
Bien sûr, c'est la tradition culinaire et hôtelière française et c'est aussi en effet la prospective sur les tendances, et sur l'avenir de nos métiers et en tant qu'école, de gastronomie et d'hôtellerie, centenaire, on se doit de se projeter vers l'avenir et c'est l'objet de ce laboratoire, d'innovation, qui regroupe des chercheurs qui vont travailler à la fois sur, le management, hôtelier, sur, justement les questions de bien-être alimentaire avec Ophélie Mugel, pardon, sur des questions d'effectuation, donc la capacité des restaurateurs ou des hôteliers à réagir à des questions d'entrepreneuriat avec ce dont ils disposent. Donc on va se rapprocher aussi sur des questions de résilience. Et puis on peut travailler aussi sur des questions de nouveaux business models. Alors, si on va essayer de faire un focus sur le bien-être alimentaire, parce que c'est très vaste comme notion. Quand on parle d'innovation associée à cette idée de bien-être alimentaire, ça nous mène où? Alors ça, c'est vraiment le travail, l'expertise d'Ophélie Mugel, qui est enseignant-chercheur à Ferrandi et qui va travailler sur l'idée d'alignement, en fait, entre ces pratiques alimentaires et ce que l'on perçoit comme valeur liée à sa consommation, mais aussi sur la façon dont on veut se sentir en tant qu'être humain mangeur. Et donc ça va associer des pratiques de sociologie en termes de recherche, d'ethnographie et d'alimentation. On a travaillé ensemble, par exemple, sur la question du cours de cuisine et des bonnes pratiques en cours de cuisine et à quel point, en fin de compte, on vient chercher des astuces pour mieux cuisiner, mais on vient aussi se conforter dans sa capacité à cuisiner, à innover au quotidien et à contribuer à une espèce de justement culture de l'alimentation qu'on va reproduire chez soi. Et donc, on dépasse la cuisine technique pour en faire un mode de vie. Ça veut dire, Christophe Lavelle, qu'on va aussi vers je reste sur ce thème du bien-être ou de santé et alimentation, ce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure. Alors d'abord, c'est pas nouveau, hein, mais il y a ce qu'on appelle les alicaments. Oui. C'est quoi et qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est une tendance d'avenir? Alors, tendance d'avenir, c'est difficile à dire. C'est clair que la santé aujourd'hui est un des principaux moteurs de changement de comportement alimentaire. Parce que ça nous concerne égoïstement, j'allais dire. Notre santé, c'est moi qui dois la gérer. À partir de là, tout le monde est en quête de cette alimentation bonne pour la santé. Il peut y avoir cette espèce d'idée de facilité en disant, à travers les alicaments qui sont en fait des aliments reformulés, transformés et enrichis dans des nutriments soi-disant essentiels, vitamines, minéraux ou éventuellement protéines. C'est une alimentation médicalisée d'une certaine manière qui est vraiment à la frontière, comme on en a dit, entre la médecine et l'alimentation. Donc c'est assez discutable parce qu'en fait toutes les études d'envergure type Suvimax, qui a suivi 13 000 personnes pendant 8 ans, montrent que tout ce qui est complément alimentaire n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt sur une alimentation de longue durée. Le seul intérêt des aliments transformés et enrichis, c'est dans le cadre de carences avérées. Éventuellement, par exemple, un régime qui est à la mode, ou de plus en plus régime vegan ou végétalien, il est par défaut carencé. Et pour lutter contre ces carences, on peut être amené effectivement à aller chercher des compléments alimentaires pour récupérer la quantité de zinc, de fer, de vitamine B12 dont on a besoin. Donc si je vous comprends bien, juste je vous une parenthèse, ça fonctionne mais sur des courtes périodes, c'est ça? Ça fonctionne surtout dans des cas de carence avérée. Si je choisis un régime qui par défaut est carencé, comme le régime végétalien, je vais aller chercher des alicaments pour compléter ça. Ou alors si pour une période, à un moment donné, mon médecin diagnostique une carence en fer, je peux aller chercher spécifiquement des aliments riches en fer. Il n'y a aucune raison d'avoir recours aux alicaments dans le cadre d'une alimentation normale. Si j'ai une alimentation variée, je n'ai aucun risque de carence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle d'alimentation santé, il faut bien voir que les cultures sont très différentes. Quand on se place, par exemple, en Europe, les aliments bons pour la santé, forcément, pour les Européens, ils sont sans OGM. Bon, ça c'est un des critères qu'on voit toujours apparaître dans les enquêtes. Si vous allez en Amérique du Nord, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, une alimentation santé, pour eux, c'est une alimentation végétale. Parce que, et combien même complètement OGM. Parce qu'ils se rendent bien qu'au niveau consommation de viande, ils sont bien au-delà de ce qu'ils devraient manger. Si vous allez en Afrique, vu qu'il y a des problèmes de sécurité alimentaire, pour eux, un aliment bon pour leur santé, c'est un aliment riche en protéines. Donc, le bon pour la santé est tout à fait dépendant de là où vous êtes, d'où vous venez, quels sont vos besoins et qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et alors on peut pousser le curseur de ce que vous venez de dire un peu plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une alimentation de plus en plus
individualisé. Votre livre, il porte sur la science dans l'assiette. À quel point la science, alors je ne sais pas, la microbiologie, l'intelligence artificielle, à quel point ces avancées de la science peuvent nous permettre d'avoir une alimentation de plus en plus personnalisée. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la nutrigénétique. Oui. En fait, ça correspond dans cette espèce d'idée très futuriste d'être capable d'établir un profil individuel de mangeur par rapport au patrimoine génétique de la personne, qui est unique. Et à partir de ce patrimoine, voir quelles sont exactement la formulation des aliments dont la personne a besoin pour avoir une durée de vie maximale et en bonne santé, quoi. C'est-à-dire qu'on commence par faire une prise de sang et Voilà, ensuite on fait son régime alimentaire. Exactement, et on vous dit, voilà, vous, dans votre profil de métabolique, vous avez besoin de ça, ça, ça au quotidien, et avec ça, vous vivrez 100 ans et en bonne santé. Je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas s'il faut souhaiter y arriver, mais en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on a derrière la tête. Je connais des biologistes qui sont aussi nutritionnistes et qui font ça, qui proposent ça à des clients, évidemment. Virginie Bréjon de Saint-Quentin, est-ce qu'il y a des aliments stars en ce moment, justement, toujours sur ce thème de santé et alimentation ? Alors en effet, il y a un changement des pratiques alimentaires et des concepts de restaurants pour répondre à ces attentes et on va avoir une offre de plus en plus adaptée à ces régimes alimentaires pour les sans gluten, les sans lactose et on va voir par exemple se développer les fermentations. Dans les boissons, beaucoup. On a eu du kéfir, du kombucha, avec l'intérêt quand même de booster l'apport en micronutriments de ces produits et donc de contribuer à une alimentation qui soit aussi potentiellement plus digeste en fonction des intolérances. On va avoir le développement aussi de la végétalisation avec de nouvelles offres végétales et donc des protéines végétales de plus en plus ou des laits végétaux qui apparaissent aussi à la fois en grande surface auprès des artisans du goût et auprès des métiers de la restauration, par exemple. À ce sujet, Ferrandi travaille avec AgroParisTech actuellement dans le cadre d'une chaire ANCA qui s'appelle « Je mange vers le futur », avec tout un travail justement pour lever les freins à la consommation de légumes et se demander comment est-ce qu'on peut accompagner la jeune génération dans l'apprentissage de la cuisine de légumes et l'intégration dans de nouvelles recettes. C'est intéressant parce que ni l'une ni l'autre, vous avez parlé d'insectes depuis le début de ce débat. Peut-être parce qu'on parle de gastronomie et que ça fait rêver personne d'avoir des insectes dans l'assiette, mais Christophe Lavelle, c'est quand même potentiellement une tendance. Alors, c'est une tendance, là c'est indiscutable, et les levées de fonds sont conséquentes, y compris en Europe, avec, on ne va pas citer d'entreprises, mais il y a quelques leaders, même mondiaux, qui sont en France, en l'occurrence un leader. Et pour l'instant, c'est une alimentation fantôme dans le sens qu'elle passe à travers le système agricole, végétal et animal. Ce que je veux dire par là, c'est que la production d'insectes, pour l'instant, sert, d'une part, les déjections servent à l'agriculture végétale, parce que c'est des engrais azotés que ça permet de générer. Et d'autre part, les farines d'insectes servent, mais aux élevages type volaille ou truite ou poisson d'élevage. Donc on les retrouve dans notre assiette, les insectes, mais à travers des produits dont on a l'habitude, c'est-à-dire des légumes et de la viande et des poissons. L'alimentation directement dédiée à l'homme, pour l'instant, dans les pays occidentaux, ça ne fonctionne pas, puisqu'on n'a pas cette culture-là. On l'a perdu. Au départ, on était tous omnivores, on mangeait tous des insectes, si on remonte un peu dans l'histoire de l'homme. Mais ça, on l'a perdu, et à l'heure actuelle, les gens se régalent d'insectes et de larves d'insectes, grosso modo en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ça fait plus de 2 milliards de personnes, mais le reste n'est pas encore n'est pas encore sans doute convaincu de ces insectes. Ça, peut-être que ça viendra, mais il n'y en a peut-être pas besoin non plus. Pourquoi ? Parce qu'on raisonne toujours en disant on a besoin de protéines, mais les protéines, on peut les trouver ailleurs, notamment dans tout ce qui est céréales, légumineuses et autres. Et ensuite, les insectes pourraient permettre de rendre plus vertueux, dans le sens plus écologique, les élevages. Aussi, pour l'instant, un des gros problèmes de l'élevage, c'est que justement, il y a un coût écologique exorbitant quand on élève du bœuf ou de la volaille. Et le fait d'avoir un apport protéique qui passe à travers des élevages d'insectes pourrait réduire l'empreinte carbone de ces élevages. Donc, du coup, rendre la viande plus facile à produire de cette manière. Ouais. Donc il y a des marges de progrès qui ne passent pas forcément par le fait de croquer directement un criquet. Ouais. Virginie Bréjon de Saint-Quentin, on n'est pas prêt de voir des insectes à la carte de la cabane à manger ? Non, pas tout à fait. Quand on est dans un territoire où on a la chance d'avoir la terre et la mer, en fait, il y a une diversité de produits localement qui est d'abord la première ressource à exploiter. Et en effet, avec une végétalisation de l'assiette, c'est déjà si on change les recettes qu'on apprend dans les lycées hôteliers, ce qui est vraiment en train de changer aussi dans les enseignements, notamment dans notre école, où à l'époque, on avait 70% d'apport en protéines animales et 30% d'apport en fait en accompagnement de végétaux, de
de légumes. Aujourd'hui, on va passer plutôt sur un rapport 30-70 qui va déjà permettre d'avoir un gros impact sur notre consommation de viande et puis développer des recettes qui sont potentiellement végétales sans être affichées véganes comme telles, pas forcément militantes, mais comme étant partie de notre nouvelle culture culinaire. Est-ce que Virginie, les techniques culinaires, fondamentalement, elles changent et elles sont amenées à changer? Alors, elles vont pas changer fondamentalement, c'est-à-dire qu'une cuisine va rester une cuisine. Il va y avoir la question de la cuisson, par exemple, et de l'apport du chaud de différentes manières. En revanche, il y a quand même un retravail justement avec la question de la fermentation et du temps qui fait qu'on voit des laboratoires de fermentation se développer dans les restaurants et même chez les particuliers qui vont un peu accumuler les bocaux et les torchons, par-dessus, hein. On a vu pendant les confinements le développement du levain, probablement le kombucha qui apparaît. Peut-être qu'on va se mettre à faire notre fromage si on a un 6e ou un 7e confinement. C'est cette perception du temps long qui change et donc qui veut dire des ustensiles, mais plutôt ce qu'on appelle low-tech, pas forcément une hyper mécanisation ou pas forcément un besoin d'intelligence artificielle absolue sur ces questions-là. Et d'un autre côté, on a en effet des solutions pour le coup assez folles, comme ces ingénieurs du MIT qui ont développé des robots qui cuisent et qui tournent et préparent les produits à la demande, vont remplacer d'une certaine manière une cuisine, mais certainement pas un chef qui lui est là pour, au départ, quand même sélectionner les produits et créer la recette. Pour terminer, Christophe Lavelle, là, on est où la France dans le classement de ceux qui inventent la cuisine de demain? Est-ce qu'il y a justement beaucoup de business, beaucoup d'argent qui est mis là-dedans? Alors, il y a, à part la question de l'insecte, dans laquelle effectivement on est pas mal placé, pour le reste, il faut reconnaître qu'on n'a pas trop la culture innovation, dans le sens que la gastronomie chez nous reste un sujet sérieux. Alors, attention à ce que je dis quand je dis ça, mais sérieux au sens, c'est des valeurs qu'on ne modifie pas aussi facilement que ça. Donc, c'est vrai que l'innovation, elle va se trouver en Californie, elle va se trouver en Israël, beaucoup. C'est là où Israël, on va. le steak de synthèse, ils sont très forts là-dessus. Aujourd'hui, tout ce qui est de synthèse, toutes les boîtes type Memphis Meat, Beyond Meat, Impossible Food, Imaginary Dairy, etc. Toutes ces entreprises qui créent du simili animal à partir de végétal, c'est aux États-Unis et en Israël principalement. Et nous, on est très frileux par rapport à ça, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est clair que l'innovation culinaire, c'est pas forcément la tête de, comment dirais-je, la réputation de notre pays, quoi. Oui. On a l'histoire derrière nous qui fait qu'on n'est pas les premiers, peut-être. Pas mal aussi, quand même. Bah oui, on est d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci Virginie Bréjean de Saint-Quentin et merci à l'école Ferrandi. Puis je rappelle, Christophe, le titre de votre livre, Molécules, la science dans l'assiette, publié aux ateliers d'Argol. À très bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, on parle d'argent avec le marché de l'impression 3D.